Madame, Monsieur, bonjour et merci de regarder votre Web TV généraliste. Merci d'être à nouveau sur votre émission présidentielle 2025. On est le 24 février et c'est dans 3 jours que sera lancé le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. À moins de 3 jours de cette ouverture officielle des dépôts de candidatures, eh bien, le landerneau politique bruit de plusieurs informations en rapport évidemment avec cette période charnière que connaît le Gabon depuis le 30 août 2023. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission, sur ce plateau, une jeune Gabonaise. Elle est entrepreneur. Depuis quelques semaines maintenant, elle s'est fait connaître du grand public à travers une annonce officielle faite notamment sur les réseaux sociaux et qui a également officialisé son entrée dans l'arène politique. Je reçois dans le compte de cette émission présidentielle 2025 Ninga Choning Zenaba. Madame Ninga Choning, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, je vais tout de suite dire à l'endroit de nos internautes que Madame Ninga Choning Zenaba, qui a fait donc de façon officielle, je l'ai dit, son entrée dans l'arène politique à travers les réseaux sociaux il y a quelques semaines maintenant, est gabonaise. Elle est née à Libreville. Elle est âgée de 36 ans. Pour ce qui est de son parcours scolaire au primaire, elle a donc fait ses humanités à l'école primaire Sainte-Marie, école catholique. Ensuite, elle est allée à l'Institut catholique Calazans avant de rejoindre le lycée national Léomba. Puis, elle s'est envolée pour la France, où elle a donc tenu à poursuivre ses études, notamment dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Est-ce que je me suis trompé, Madame Ninga Choning? Non, c'est parfaitement ça. C'est mon parcours. Très bien. Alors, vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, chef de plusieurs entreprises, dont 7 sont installées au Gabon. Lorsque j'ai lu votre biographie, j'ai vu qu'il y a comme une forme de part d'ombre, justement, ce qui concerne vos entreprises. Vous n'avez pas tenu à dévoiler les dites entreprises, à nous donner une indication sur ces entreprises. Pourquoi cette part de mystère? Alors, cette part de mystère, elle part du fait qu'aujourd'hui, je suis certes entrepreneur. J'ai toujours été entrepreneur, je rentre aujourd'hui dans la sphère politique. Je tiens à préserver parce que j'entends énormément, des gens se disent qu'ils ne me connaissent pas. Pourtant, j'ai créé ma première entreprise aujourd'hui à l'âge de 18 ans, qui est connue par un grand public parce que j'arrivais quand même à embaucher 50 Gabonais la première année de mon entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai développé d'autres secteurs d'activité que je tiens à garder secret parce que j'ai une vie privée, j'ai une vie politique, j'ai une vie entrepreneuriale. Voilà, donc je tiens à faire la distinction des trois en gardant chacun dans son pôle, en n'ayant pas envie forcément de dévoiler toutes mes entreprises. Mais par contre, je tiens à préciser que c'est des entreprises qui sont très connues au Gabon, parce que c'est des entreprises où je reçois énormément de monde et de personnes. C'est un mystère pour certains, ça ne l'est pas pour d'autres. Alors, vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, plusieurs entreprises. Vous n'avez que 36 ans, j'ai envie de dire que 36 ans, par rapport à votre patrimoine, au nombre d'entreprises que vous avez. Ça veut dire que, et d'ailleurs vous venez de le dire, vous avez lancé votre entreprise la première à l'âge de 18 ans. Vous avez donc anticipé un peu sur le temps, parce que dans notre pays, l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat féminin, lorsque vous aviez 18 ans, n'avait pas encore pris corps. Ce n'est qu'on va dire cette 10 dernières années, plus ou moins, que le président Ali Bongo Ondimba, les différents gouvernements qui se sont succédés lors de son magistère ont essayé de mettre en place un écosystème favorable à la création d'entreprises, en ce qui concerne les jeunes, booster les jeunes à créer des entreprises. À 18 ans, vous l'aviez déjà fait. Pourquoi vous aviez... qu'est-ce qui a fait tilt dans votre tête pour que vous vous dites moi je vais sortir des sentiers battus, l'administration c'est bien, mais bon, moi je vais me réaliser, je vais créer de l'emploi, je vais faire des entreprises? Alors c'est très simple, j'ai pour modèle ma maman. Il faut savoir que j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle le Camp de Boy, où quand on sort de là, vu les conditions de vie de toutes les populations, de toutes les personnes qui y sont, on se dit on a envie forcément de sortir de là. Ma maman était commerçante. Donc, elle avait un petit bistrot au quartier. Elle se levait tous les matins pour aller acheter du poisson, etc. Je veux dire qu'elle m'a lancé
involontairement ou volontairement dans l'entrepreneuriat. Ça m'a permis, en fait, si vous voulez, quand elle se levait à 6 heures, je l'accompagnais au marché. J'allais prendre du poisson avec elle. Quand c'était les vacances scolaires, je grillais du poisson que je vendais dans mon quartier. Donc, c'est une fibre qui vient de ma maman parce qu'elle était très débrouillée. Elle voulait dépendre d'elle-même et elle m'a donné cette conception-là. Et après, effectivement, je n'ai pas voulu faire le même domaine d'activité qu'elle. J'en ai créé un autre et voilà. On va revenir d'ailleurs sur ce point qui me paraît très important aujourd'hui, qui est d'actualité, puisqu'on est dans une logique de reconstruction du Gabon où il faut évidemment emmener la jeunesse gabonaise à comprendre la nécessité de pouvoir se réaliser à travers l'auto-emploi, l'auto-entreprise donc. Alors, cette émission, elle se décline, on a déjà abordé d'ailleurs le premier point en rapport avec la présentation, votre biographie, quelques traits marquants de cette biographie. Le deuxième point, c'est les motivations. Alors, vous êtes chef d'entreprise, mais pourquoi vouloir sortir de cette zone de confort pour entrer dans l'arène pas toujours calme de la politique? Alors, je suis patriote. Je crois que dans mon discours, je l'avais annoncé, je suis patriote. Je suis gabonaise et je suis fière d'être gabonaise. Je partage ces convictions d'un œil extérieur ou un œil intérieur parce que je viens d'un milieu où je connais, pas la politique, mais je connais les conditions de vie des Gabonais. Aujourd'hui, j'ai levé le petit doigt, comme d'autres l'ont fait avant moi, certainement, en disant que nous sommes dans un pays qui est très riche et qu'en observant ce qui se passe, j'ai envie de dire, je me suis dit ceci. Je sors de ma zone de confort parce que peut-être d'autres n'ont pas la possibilité de sortir de leur zone de confort comme j'ai fait pour me lancer en politique. Parce que je veux que nous ayons des meilleures conditions de vie. Déjà pour mes jeunes frères et sœurs, qu'ils aient de meilleures conditions d'apprentissage. Déjà pour cette population, que nos aînés soient moins marginalisés, que nous ayons une vie paisible dans un pays riche où tout le monde mérite d'avoir sa place, où tout le monde mérite d'être respecté, où tout le monde a besoin de sa dignité. Ce sont mes motivations. C'est l'amour pour ce pays, c'est ce côté patriote qui m'a levé. On va aller un peu dans le détail de ces motivations, mais d'abord restons évidemment sur cette volonté manifeste d'entrer dans cette arène politique. Une arène, on va dire, qui est fortement dominée par les hommes. Il y a un effort qui est fait plus ou moins par l'exécutif pour faire respecter des quotas en termes de représentativité des différentes couches de la société, les hommes, les femmes, les jeunes. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment recommandable à ce que les femmes au Gabon, évidemment, embrassent la carrière politique? Je pense que les femmes ont leur place. Je pense que la gente féminine aujourd'hui, on ne construit pas une nation sans les femmes. C'est la femme le pilier, de mon point de vue, de la nation. Effectivement, elles ont leur rôle à jouer. Elles ont leur apport personnel à apporter. Et je pense réellement qu'une femme, à la différence d'un homme en politique, a une sensibilité, peut-être un œil plus aguerri et arriverait peut-être à voir mieux les choses et à développer ce qui est le plus important pour la nation. Je pense réellement qu'on a notre rôle à jouer, on a notre place en politique. Je le pense. Et vous pensez aujourd'hui avoir, peut-être pas les coups des franches, mais vous êtes armé au point de pouvoir faire face à toute l'adversité qu'il y a dans cette arène politique, sachant évidemment que ce n'est pas un monde des bisounours? J'en suis consciente. Je pense que pour se lancer dans un projet, déjà en tant qu'entrepreneur, on y réfléchit énormément. J'ai fait une vidéo qui a marqué les esprits, où je passais un message. Je l'ai passé avec mon cœur. Je me suis levée pour mes motivations, je vous les ai déjà données. Je savais qu'en rapport avec la logique de se dire qu'une femme gérait un pays n'en est pas certainement capable, parce que d'autres le pensent. Mais moi, je pense, et je pense que je suis armée, et que j'irai jusqu'au bout de ma logique. La logique qui est la vôtre aujourd'hui, c'est de vous porter à la magistrature suprême. Vous voulez donc solliciter les suffrages des Gabonais le 12 avril prochain, c'est bien ça? Vous confirmez que vous allez être candidate à l'élection présidentielle du 12 avril prochain? Exactement, je serai candidate à l'élection le 12 avril prochain. Bien sûr. Et pour vous, évidemment, cette ambition est nourrie par le fait que vous voulez faire de Gabon un pays où tout est possible, c'est-à-dire? Alors, il faut savoir que en observation donc des conditions de vie de tout le monde, je pense qu'on est dans un pays riche. Comme je le disais plus tôt, je pense que tout le monde a sa place, donc le Gabon de tous les possibles. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, devraient avoir une place dans le déroulement de la politique de notre pays. Je pense que nos retraités
par expérience, par acquis, devrait nous apprendre des choses. Et je pense que la femme, par son côté empathique, un peu de sensibilité, devra apporter quelque chose également. Je pense réellement, c'est mon ambition, que tout le monde a droit à avoir une place au soleil pour un pays aussi riche, pour un pays très riche d'ailleurs. Je pense que tout le monde a le droit de participer à l'évolution de ce pays. On devrait développer ce pays. Pour le développer, on a besoin de tout le monde. Donc le Gabon de tous les possibles. Tout est possible pour tout le monde. Pour toute classe sociale. Moi qui viens du camp de Boy, qui ne suis pas riche, qui ne vient pas d'un quartier très riche, j'ai réussi à sortir du lot. Je pense qu'il y a d'autres jeunes également qui veulent sortir du lot, qu'on devrait juste donner la possibilité de le faire. Le Gabon de tous les possibles. Le Gabon de tous les possibles. Alors, on va repartir sur ces axes que vous venez de développer. On va repartir sur l'axe principal, celui des femmes. À nouveau, il y a des efforts qui ont été faits, on l'a dit, ces dernières années, pour renforcer le droit des femmes, pour essayer de mettre en place des mécanismes qui font la promotion des activités génératrices de revenus, pour permettre aux femmes de pouvoir se réaliser sur le plan social. Par rapport à ces efforts qui sont faits dans ce domaine-là, quelle est votre observation? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez identifié des limites? Alors, je pense que déjà c'est un programme qui a été mis en place qui est très bien, parce qu'on a donné une place à la gente féminine gabonaise. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui se réalisent. Après, je pense qu'il y a une limite dans le sens où on a des jeunes filles mères, on a d'autres femmes qui n'ont pas réussi à se développer. Pourquoi? À se réaliser. Parce que je pense que pour moi, la limite, si demain je devais être présidente de la République, je créerais des centres de formation gratuits pour ces jeunes dames. Parce que je pense que pour développer un pays, on a besoin de formation. Ça veut dire que moi, si je suis forte en couture, par exemple, un exemple banal, j'aimerais bien être formée dans des bases pour être compétitive, pouvoir me développer à l'extérieur du pays. Et je me dis que si on donne la possibilité, je dis bien cette possibilité, mais gratuitement, parce qu'aujourd'hui, il y a des centres de formation, on vous demande à des dames qui forcément n'ont pas la possibilité de se réaliser, d'aller mettre de l'argent pour se former, elles n'ont pas cette capacité-là, c'est pas possible. On ne peut pas demander à ces jeunes femmes de se développer en ne les aidant pas. Je pense qu'en aidant ces dames, en créant des centres de formation gratuits, dans le domaine qu'elles souhaitent se réaliser, on aurait beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui seraient indépendantes, voilà, qui arriveraient à se prendre en charge. Et je pense que la limite, c'est qu'on n'a pas pensé à la création de centres de formation gratuits pour ces dames. Ça veut dire pour vous, il est plus que primordial de repartir à ce que le Gabon faisait de mieux. Pour ceux qui sont de ma génération, lorsque nous étions élèves dans les années 80, par exemple, dans toutes les écoles primaires du Gabon, les écoles étaient affiliées à des petits centres dans lesquels les filles, un jour de la semaine, allaient faire ce qu'on appelait la couture. C'est-à-dire que depuis le banc de l'école primaire, on apprenait déjà aux enfants à coudre, donc à se familiariser avec cette activité-là, qui pouvait donc faire d'elle par la suite des gens qui pouvaient ouvrir des salons de couture, etc., de coiffure. Donc, vous militez pour ce genre de pratique-là? Exactement. Après, je ne vais pas limiter à la couture ou la culture ou peu importe, ou la cuisine. Je pense qu'aujourd'hui, on a des femmes qui sont très à l'aise et le monde s'est développé. On n'est plus à limiter une femme à un domaine d'activité. Je pense qu'aujourd'hui, on a des femmes ingénieurs, on a des femmes pilotes, on a des femmes chefs d'entreprise. Pourquoi pas une femme présidente de la République? On ne devrait pas se limiter. On est le flambeau de la nation. Mais donc la formation, il faut la dispenser depuis la base. Depuis la base, mais avec des formations qui ne seraient pas centrées ou limitées. Ça veut dire que je ne voudrais pas qu'une jeune dame, on dise dans un établissement où on a fait un centre de formation, on va envoyer forcément une femme en cuisine ou en couture. On pourrait faire des petits centres de formation comme ça, très jeunes, très développés, comme la Chine d'ailleurs, et mettre des femmes dans des domaines diversifiés. Ça veut dire que si moi, par exemple, on pourrait m'apprendre, étant jeune, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple, à créer des petites voitures, on va dire, à faire des petites voitures, etc., un petit modem, etc., ce serait bien. Peut-être que demain, j'aurais cette fibre-là, me dire, je vais rentrer en ingénierie automobile. On ne devrait pas limiter la femme à un secteur d'activité. Là, c'est parce que vous voulez tordre le cou à certains clichés. On va résumer la place de la femme, c'est la cuisine. Non. Exactement. Je dis la femme de la place, elle est dans la nation. Elle a une forme
d'intelligence, aujourd'hui la femme elle est développée, on ne devrait pas l'inclure à un domaine d'activité. Parce qu'aujourd'hui je suis femme d'entreprise. J'ai des hommes qui travaillent pour moi, qui sont mes collaborateurs. Donc on ne me limitera pas moi à me dire que je dois nécessairement être en cuisine. J'estime qu'aujourd'hui la femme a sa place dans la société et elle a un grand rôle à jouer. Un grand rôle à jouer, évidemment, dans la société, et notamment dans l'arène politique. Il faut qu'elle donne de la voix dans les plus hautes instances, notamment au Parlement. Il y a aujourd'hui la société civile, notamment les femmes au sein de la société civile, qui réclament à corps et à cri qu'il y ait une meilleure représentativité des femmes dans les partis politiques, mais également au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, oui. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on a notre voix à donner, parce que j'estime qu'on a notre compétence à apporter, et j'estime qu'aujourd'hui la femme devrait avoir une meilleure place dans la société gabonaise. Je sais qu'il y a déjà cette petite... Il y a eu un grand travail. À l'époque, on n'était pas représentatif. Aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait. Dieu merci, il y a des gouvernants qui ont pensé à nous, qui ont dit qu'une femme, c'est pas forcément une femme de cuisine. Elle peut également être dans des hautes instances de notre pays. Mais j'estime qu'aujourd'hui, pour moi, le nombre, il est peu. Comme ces dames-là le disent, c'est peu. On devrait avoir plus une gente féminine dans la sphère politique. Aujourd'hui, au Parlement, etc., au ministère, et aujourd'hui, à la magistrature suprême, qui est la présidence. Pourquoi une femme n'a pas la possibilité de gérer un pays? Alors que nous, on a cette capacité-là. Aujourd'hui, on gère les foyers. Hein? C'est un exemple banal. Mais aujourd'hui, qui est le chef de la famille dans un foyer? C'est l'homme. Hein? On le dit, ça c'est normal. Mais la femme a un rôle à jouer. Elle participe à l'éducation des enfants. Elle participe à tenir l'économie du foyer. Elle participe à mettre, je vais dire quoi, qu'est-ce que je dirais, à développer un foyer. La dame est à côté de l'homme pour cela. Mais aujourd'hui, si on arrive à gérer une famille, on arrive à gérer nos enfants, on arrive à éduquer nos enfants, on devrait être capable, et je suis sûre qu'on est capable, d'être présidente de la République demain. Pourquoi pas présidente de la République du Gabon? C'est pour ça que j'ai donné ma candidature. Parce que je pense que j'ai les capacités, j'ai ce qu'il me faut pour aller devant et de diriger ce pays comme il faut. Alors, le Gabon, la population est estimée à un peu plus de 2 millions d'habitants. La majorité, évidemment, ce sont les femmes. Il y a un nombre important des femmes dans nos zones rurales. Elles sont les plus nombreuses. Quel est le regard que vous portez, vous, en tant que candidate à l'élection présidentielle, sur ces femmes qui font bouillir la marmite en zone rurale, qui vont au champ encore pour essayer, évidemment, de nourrir de nombreuses bouches. Comment faire pour faire en sorte que ces femmes qui sont en zone rurale arrivent à pouvoir vivre de leur activité? D'ailleurs, quel type d'activité pourrait être adapté à cette catégorie de femmes-là? De femmes, je pense que je ne vais pas limiter ces femmes, mais je dirais ceci. Je dirais qu'aujourd'hui, elles jouent un grand rôle. Elles sont paysannes. Elles produisent de quoi on mange, que tout le monde mange, hein, parce qu'il faut savoir quand même que les mamans gabonaises sont celles-là qui se lèvent et qui vont au champ. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait mieux les accompagner. Accompagner dans le sens, je dirais, développer plus. Aujourd'hui, je vois que ça a été fait. Ça veut dire que dans le côté, par exemple, je veux dire pour ces femmes qui sont dans l'agriculture, on devrait mieux les accompagner, mettre des outils plus adaptés pour qu'elles puissent progresser. Pas pour qu'elles soient des simples paysannes, mais qu'elles soient des paysannes justement avec toutes les capacités. On devrait encore, comme je dis et je redis, créer des centres de formation pour donner plus d'appui à ce qu'elles font déjà. Pour que nous, en plus, je vais vous dire, une fois que l'agriculture elle est développée, on n'ira plus chercher la nourriture à côté chez nos voisins les Camerounais. On se limitera à se nourrir avec ce qu'elles produisent. Pour ça, il faut qu'elles aient des moyens, il faut qu'elles aient le matériel pour pouvoir le faire, pour se réaliser. On devrait accompagner cette femme-là pour développer d'autres cultures qui sont aujourd'hui mondiales, qui sont mieux développées. Parce qu'aujourd'hui, elles vont faire des boutures. Peut-être il y a un système pour faire des meilleures boutures, pour que ce soit plus développé. Je pense que ces femmes-là ont besoin réellement d'un meilleur accompagnement. Et c'est ce que je reproche, on devrait mieux les accompagner. Vous êtes chef d'entreprise, vous venez de prendre un exemple qui est pertinent, puisqu'il y a quelques jours, un collectif de producteurs d'ananas dans le département de l'Okano, dans la province du Wellington, lancé un SOS à l'endroit des plus hautes autorités pour accompagner justement ces agriculteurs dans la transformation, la production, surtout la commercialisation justement de leurs produits sur le marché. Alors ces femmes paysannes, vous mettrez en place les mécanismes qui pourraient les soutenir dans la commercialisation de leurs produits? Mais effectivement, je crois que ce sera le chemin de bataille, ce sera
l'une de mes priorités, parce que j'estime effectivement, vous voyez, c'est ce que je dis, pour commercialiser un produit, pour s'exporter à l'extérieur, il faut un packaging, parce que je parle en tant que chef d'entreprise, il faut une certaine marque, il faut une certaine présence, hein, que ce soit avec, aujourd'hui on a la chance d'avoir quelque chose qui est développé quand même, parce que le monde il n'est plus fermé, le monde il est ouvert. Mais ces moments-là, par exemple, je dirais, où ces jeunes ou qui ne sont pas formés pour utiliser les outils sociaux pour pouvoir vendre leurs produits à l'étranger, pour se faire connaître, ils ne sont pas formés pour cela. Il faudrait donner des outils, il faudrait donner un accompagnement, il faudrait leur apprendre à vendre leurs produits pour qu'aujourd'hui on soit compétitif, pour qu'aujourd'hui on ait cette fierté gabonaise de se dire on s'exporte à l'extérieur du monde. Et pour ça, s'ils n'ont pas été formés, s'ils ne savent pas comment le faire, ils ne pourront pas le développer. Le SOS, c'est très bien, mais c'est le SOS en disant on a besoin d'être mieux outillés, on a besoin d'être mieux formés, on a besoin d'être mieux accompagnés pour y aller, pour pouvoir être compétitif, pour faire cette fierté du Gabon. Pourquoi pas? Alors, pour ce qui est des jeunes, quelle est la vision de Ninga Channing Zenaba dans un Gabon où tout est possible? Aujourd'hui, je vais vous dire mon rêve. Ce que je rêve, c'est une jeunesse qui est formée. C'est une jeunesse qui est tout le temps occupée. C'est une jeunesse qui travaille. C'est une jeunesse qui est épanouie dans son travail, dans son pays. C'est une jeunesse qui est formée. Mon rêve, il est très simple. Je me suis levée pour ça, je suis jeune. Je me dis, on a une jeunesse aujourd'hui qui a l'impression d'être sacrifiée. On a une jeunesse aujourd'hui qui est un petit peu achetée. On voudrait une jeunesse qui est digne. Ils ne demandent pas grand-chose, les jeunes, c'est très facile. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent d'être considérés. Ils demandent d'être accompagnés. Ils demandent d'être formés. Ils demandent d'avoir un emploi. Ils demandent d'être dans des meilleures conditions d'apprentissage aussi. Parce que quand on va dire à ces jeunes-là, il faudrait une telle moyenne, il faudrait qu'ils soient capables de produire cette telle moyenne. Il faudrait qu'ils soient dans les établissements aujourd'hui publics qui ont toutes les possibilités pour eux. Il ne faudrait pas qu'ils soient 90 dans une salle de classe. Il faudrait qu'ils soient au nombre requis pour permettre à tout le monde d'être en apprentissage. Pour cette jeunesse-là, je vous dis honnêtement, qui demain sera le centre, c'est la priorité pour moi. Parce que cette jeunesse-là, demain, va développer ce pays. S'ils ne sont pas dans de bonnes conditions, s'ils ne sont pas heureux, s'ils sont malheureux, où allons-nous? Vous parlez des effectifs pléthoriques dans les établissements, ça veut dire que pour vous, priorité doit être donnée à la réhabilitation des établissements scolaires pour que ces jeunes soient dans des bonnes conditions d'apprentissage. La création d'autres universités pour que nos jeunes ne soient pas appelés à aller à l'extérieur mais qu'ils apprennent sur place. La construction de centres de formation pour ceux qui... Parce qu'il y a la volonté de vouloir faire quelque chose, mais aussi la volonté de se dire, moi je n'ai plus l'âge, je n'ai plus envie, je vais être formé. Mais formé dans un secteur d'activité qui leur plaît. Parce qu'on ne peut pas demander à un jeune de se dire, moi je vais être formé en automobile, ingénieur automobile, je me retrouve en train d'être formé je sais pas, en poissonnerie par exemple. Il faut qu'ils aient la réelle motivation de le faire. Pour emmener à faire ceci, il faut quoi? Il faut leur emmener faire une étude sur le terrain. En plus, ça nous permettrait de développer notre économie. De dire, vous voulez faire quoi? Moi, je vais être ingénieur en bâtiment. Ou encore, je vais dire, on a la chance, parce qu'on a quelques universités, mais un centre de formation, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Port-Gentil. Aujourd'hui, nos ressources pétrolières reviennent de Port-Gentil. Ou au moins, c'est la capitale un peu où on parle beaucoup plus en termes de pétrole. Si on ouvrait un centre de formation au métier du pétrole, et que les jeunes se formeraient dans le métier de pétrole, vous savez très bien qu'aujourd'hui, ça développerait notre économie également. Donc, c'est faire d'une pierre deux coups. Je vais prendre un cas qui est Logo et Vino, par exemple, la métallurgie. Si on crée un centre de formation en métallurgie sur Logo et Vino, ça permettra à ces jeunes qui sont au chômage d'apprendre un métier, mais gratuitement, hein, attention, je tiens à le préciser. Je ne peux pas demander, ouvrir un centre de formation et de dire aux jeunes de payer une caution ou des frais d'inscription. Mais de prendre ces jeunes-là qui sont dans un secteur bien défini, de créer un centre en fonction de ce qui est déjà préparé sur le terrain, comme la métallurgie, etc., de former ces jeunes à ce métier-là. Demain, on aurait des jeunes cadres qui seraient épanouis. Mais il y a déjà je pense, 4 grandes unités, 4 grands centres de formation multisectoriels en Coq, à Port-Gentil, à Vengue et d'autres centres de formation qui ont été réhabilités dans les 9 provinces du Gabon. Vous voulez en faire davantage, c'est ça? Je compte en faire davantage. Si on avait fait et qu'on avait l'impression que tout a été fait en avantage et qu'il y aurait assez, on n'aurait pas tous ces jeunes qui sont au chômage. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que... D'accord, allez-y. Voilà, je pense effectivement que je ne dirais pas qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a un travail qui a été fait. Nos aînés ont fait un travail. J'estime aujourd'hui que le travail n'est pas assez.
Parce qu'il y a une partie, on ne va pas dire que tout le monde est au chômage. Il y a des jeunes qui sont déjà dans un emploi et qui sont bien. Mais on a encore une grande partie de la population qui n'est pas en emploi. Donc ça veut dire que ça n'a pas été assez fait. Ça n'a pas été poussé. Il y a encore des choses à améliorer. Et justement, je porte ma candidature pour me dire, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses à améliorer, je veux les améliorer. Alors, il y a 2 semaines, le ministère de l'Éducation nationale, pour rester dans le domaine de la jeunesse, le ministère de l'Éducation nationale qui a organisé un salon de l'orientation dédié donc aux établissements secondaires, notamment aux classes de terminale. L'exécutif, le gouvernement, depuis plusieurs années maintenant, estime qu'il faudrait orienter les élèves vers des métiers en phase avec ce que le Gabon est devenu, avec les priorités du moment. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la priorité. On a besoin, on est dans un pays où on est en voie de développement, on a besoin de cette jeunesse-là. Il faut éventuellement, je pense qu'on a les mêmes projets, c'est de créer des centres de formation pour les jeunes, les orienter dans un domaine qui nous permettrait de nous développer également. C'est pas de créer des centres de formation qui sont inutiles, c'est de mettre, d'indiquer des jeunes, de voir leur passion, de voir ce qu'ils ont envie de faire et de justement voir les priorités du pays et de mettre ces jeunes-là dans des cases qui nous feront nous développer et nous faire grandir. Le Gabon a besoin de se développer. Alors, vous êtes chef d'entreprise, je reviens sur ça. Entrepreneur, donc. Ali Bongo Ondimba, les 14 dernières années, a essayé, avec ce gouvernement, de faire en sorte qu'il y ait un véritable développement de l'entrepreneuriat, que ce soit féminin ou des jeunes, en créant certains incubateurs. Malheureusement, les résultats peinent à se faire voir. Alors, comment on peut expliquer, comment vous expliquez ça, vous qui êtes chef d'entreprise? Qu'est-ce qui fait en sorte que les jeunes aient du mal à pouvoir véritablement voir leur start-up, même pour ceux qui ont créé des start-up, véritablement prendre de l'ampleur? Alors, il faut savoir également, c'est ce qu'on parle, c'est bien un service d'orientation pour les jeunes. Ils sont dans des domaines qu'ils ne veulent pas. Je crois qu'il y avait eu un domaine de pêche, c'était ça. Je crois qu'il y avait un jeune, enfin je ne vais pas dire les termes parce que je trouve ça un écailleur. Voilà, un écailleur, etc. Bon, mais ça c'est réducteur. Il y a d'autres oui, il y a eu d'autres projets. Vous savez, quand on a envie d'aider des personnes, c'est un accompagnement. On ne peut pas se dire on va créer, on va aider des startups, on va demander de créer des startups, on va dire, etc. Pourquoi ça a peiné à démarrer? Moi, de mon point de vue entrepreneur, je pense qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur par passion. Ça veut dire que je fais un métier où, encore, je suis dans des corps de métier où j'ai diversifié mes entreprises dans des choses qui me passionnent. Et c'est ce que les gens ont besoin. Et après, une fois qu'ils sont passionnés et qu'on leur donne la possibilité de faire un métier ou de faire une formation dans laquelle ils sont passionnés, ça va ouvrir toutes les brèches. Ils vont aller au bout de leur démarche. Demain, ils vont créer une start-up et qu'ils sont contents parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Il n'y a pas de possibilité que ça ne marche pas. Ça marcherait. Et après, il y a un accompagnement financier. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on va dire aux jeunes, on va vous donner, on va vous accompagner sur quelque chose, mais il y a un accompagnement financier. Et il y a un accompagnement, vous savez, quand on est entrepreneur d'expérience, quand on est jeune et qu'on arrive à avoir une entreprise qui marche, on se perd dans ce que l'on fait. Ça veut dire il devrait y avoir un accompagnement de créer des pôles où on accompagne financièrement, où on éduque. Parce que c'est important d'éduquer. Parce que vous pouvez avoir n'importe quelle start-up qui marche énormément et vous allez voir du jour au lendemain, elle s'éteint. Parce qu'on a confondu l'argent justement de nos start-up en disant que c'est l'argent pour la nourriture, c'est l'argent pour s'habiller, c'est l'argent pour voyager, alors qu'une entreprise, quand on y met des fonds, tant qu'on n'est pas au bout de 5 ans ou 4 ans, on n'est pas rentable. On devrait continuer à investir. Moi, je vous parle aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai beaucoup d'entreprises, mais je continue à investir. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez que c'est une question de mentalité, que le jeune Gabonais ou le Gabonais n'a pas encore cette culture qui lui permettrait de pouvoir comprendre qu'on gagne sur le long cours? C'est ça. Je pense qu'il y a cette éducation-là à apporter en disant que c'est pas parce qu'on a gagné 1 million aujourd'hui qu'on est millionnaire. Hein? Je pense qu'il y a cet accompagnement à faire et qui devrait le faire puisqu'on a aidé déjà à créer des start-up. Il faudrait que l'État mette en place des organismes pour accompagner ces jeunes-là dans l'accompagnement de leurs finances, le développement, parce qu'il faut savoir qu'un entrepreneur, il apprend tous les jours, des formations pour regarder d'autres domaines. Le monde est grand, le monde est développé. On devrait mettre toutes ces stratégies en place de ces jeunes pour permettre qu'ils arrivent au bout de leur logique. Et à ce moment-là, une fois qu'ils sont accompagnés, une fois qu'on est aisé dans ce que l'on fait, ils vont se déployer tout seuls. Et on va développer ce pays avec eux.
Alors, Ninga Chaning Zenaba, les jeunes sont, je pense, les plus nombreux au Gabon, je pense. En Afrique, surtout en Afrique. Chez nous, c'est peut-être les femmes, mais en Afrique, la jeunesse est, je crois, la population la plus nombreuse. C'est une population qui est très présente sur les réseaux sociaux, les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Il y a que certains estiment qu'il y a une forme de... je veux dire, une mauvaise utilisation des réseaux sociaux en Afrique, notamment des réseaux sociaux les plus usités par les jeunes, Facebook, aujourd'hui TikTok. Pourtant, c'est un domaine qui est rentable dans d'autres pays. Comment faire en sorte justement que les jeunes arrivent à pouvoir se réaliser dans ce domaine-là, celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication, selon vous? Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une ONG qui est Ayana Women, qui œuvre justement pour l'autonomisation de la femme, etc. Ils sont très intéressants d'ailleurs. Effectivement, on parlait de ces métiers-là, parce qu'aujourd'hui, on le voit dans notre société. C'est mal utilisé. C'est utilisé pour faire des vidéos, pour danser, etc. Sachant que c'est une ouverture au monde qui est très importante et qui, aujourd'hui, peut développer le pays, parce qu'aujourd'hui, à travers ces réseaux-là, on a une ouverture sur le monde. Vous savez, moi, en tant qu'entrepreneur qui a 36 ans, je ne vais pas les utiliser pour faire des vidéos. Je ne sais même pas si un jour j'ai fait une vidéo de danse, mais je les utilise pour communiquer. Entre autres, le réseau social qui est Facebook. Ou même encore TikTok, que je viens de découvrir, qui n'est pas de ma génération, mais qui est très puissant. Je veux revenir sur le même sujet. Si demain, on ouvrait ces écoles-là, justement, pour apprendre les métiers du digital, pour permettre à ces jeunes-là d'utiliser différemment, en éduquant, parce que tout est une question d'éducation. Aujourd'hui, ils l'utilisent sans savoir que c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui est très important, qui va permettre de développer le Gabon, qui va permettre qu'on ne vu à l'extérieur, mais qu'on ait vu positivement. Donc effectivement, je reviens sur le fait des formations. On devrait accompagner ces jeunes-là. On devrait d'abord éduquer, donc faire des sensibilisations, dire que vous avez un outil puissant entre vos mains, utilisez cet outil pour vous développer. Parce que c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui dans le monde pour se faire connaître. Donc l'éducation, la sensibilisation et après, je dirais, la formation. Alors, quel est le regard que vous avez également du Gabon sur la scène internationale? Si vous êtes candidate à l'élection présidentielle, vous sollicitez les suffrages des Gabonais, évidemment. Vous savez que le Gabon fait partie du concert des nations. Quelle orientation voulez-vous donner à la politique internationale du Gabon, à la politique étrangère du Gabon? Alors, je veux donner une politique qui va dans le bon sens, dans le sens où je me dis, vous savez, quand on observe la politique un peu dans les pays de l'Afrique, c'est très délicat. Et quand on observe ailleurs, on a l'impression que, enfin, je dirais pas le pays, hein, je suis pas en comparation, je suis jamais en comparatif avec un autre pays, mais je voudrais donner la valeur de se dire qu'on a une politique sociale intense. Ça veut dire que on développe des secteurs, on est là pour la population. Notre population, elle est bien traitée. Je voudrais dire qu'économiquement, on est puissant. Parce que pour un pays d'Afrique en développement, aujourd'hui, on a réussi à structurer notre économie et que ça marche mieux. Je voudrais dire qu'en termes de justice, d'accord, on est neutre, que notre politique de justice, elle est bonne et qu'elle fonctionne bien, qu'on sanctionne quand il y a à sanctionner. Je voudrais dire au monde que le Gabon est un pays qui est fier, parce que quand même, il faut savoir qu'on a un pays qui regroupe beaucoup d'entités, qui est très spirituel. Et je me dis qu'aujourd'hui, on est un pôle important dans le monde, de se montrer, mais de se montrer positivement, de dire qu'on a tout à développer, on a tout à montrer de manière sociale, on a tout à montrer en termes de puissance, en termes de développement, en termes d'économie. J'ai envie qu'on soit perçu à l'extérieur du pays comme étant l'un des pays de l'Afrique centrale qui se démarque des autres. Voilà ce que je pense. Et que la démocratie est développée, que surtout qu'on est très démocrate. Alors, il y a une question d'actualité, évidemment, depuis plusieurs années maintenant, j'ai envie de dire ces dernières années, elle a encore pris son importance avec des décisions prises de façon souveraine par certains États africains qui ont des liens de coopération avec la France depuis plusieurs décennies maintenant. Alors, vous, comment vous percevez justement cette relation particulière entre l'ancien colonisateur et ses anciennes colonies? De plus en plus de voix s'élèvent pour souhaiter qu'il y ait une forme de réforme
de la coopération militaire entre le Gabon et la France, ou entre les pays francophones africains et la France. Qu'en pensez-vous, la relation entre le Gabon et la France? Je pense qu'une coopération qui est bénéfique pour tous les partis est meilleure. Je pense aujourd'hui qu'on a été colonisé par la France et qu'à un moment donné, les accords n'ont pas été au milieu, ça n'a pas été centré, ça n'a pas été équitable. Aujourd'hui, je pense qu'une coopération qui peut nous apporter... Là, vous parlez sur le plan économique, là? Je parle sur le plan économique, exactement. Je pense qu'une coopération qui est dans le terme économique, qui est juste pour tout le monde, pour tous les partis, est mieux qu'une coopération. On a l'impression que il y a un chef, toujours, au bout de tant d'années, il y a toujours un colonisateur et il y a le colonisé. Vous savez, il y a des pays qui se sont démarqués. Je parle entre autres de comment il s'appelle, le monsieur là, qui s'en sort très bien d'ailleurs, qui a un pays de l'Afrique. Un pays de l'Afrique où il y a eu un coup d'État il y a pas longtemps, le Burkina, voilà, ouais. Qui a été assez, voilà, je ne vais pas rentrer dans la politique parce que je ne suis pas là pour ça, qui a été assez réfractaire en disant qu'on ne veut plus de la France, etc., qui s'est levé pour ça, et qui aujourd'hui, on voit, hein, moi c'est mon point de vue, qu'ils arrivent quand même à développer leur pays. C'est mon point de vue, de ce que je vois de l'extérieur, de ce que j'entends et de ce que je lis, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus développé, c'est en cours de développement. En termes d'équité, une coopération n'est pas mauvaise, tant qu'on n'est plus dans la logique où on est colonisateur et colonisé. Ça devrait être égal. C'est ce que je pense. Partenariat gagnant pour tous les partis. C'est ce que je pense. D'accord. Alors, on s'achemine tout doucement vers la fin de l'émission. Avant de mettre un terme à cette émission, je rappelle évidemment que l'ouverture de dépôt de candidature a lieu à partir de ce 27 février jusqu'au 8 mars prochain. Donc, lorsque Madame Ninga Channing Zenaba va faire le dépôt de sa candidature, elle va donc officiellement mettre sur la place publique son programme, son projet de société. À partir de là, on va aller dans le détail de ce projet de société. Ça a été une première prise de contact, donc on aura le plaisir de vous retrouver pour que nous allions cette fois dans le détail de votre projet de société qui sera soumis à l'appréciation des Gabonais. Mais que pouvez-vous nous dire en guise de conclusion avant de mettre un terme à cette émission? En termes de conclusion, alors je voudrais vous dire que je suis une jeune femme de 36 ans qui vient d'un quartier relativement pauvre, qui a réussi à s'en sortir. Je voudrais donner l'espoir à ces jeunes-là de dire que ne baissez pas la tête, avancez. J'ai envie de dire à ces retraités que vous êtes dans un pays qui est puissant quand même, parce que c'est un pays qui est puissant. C'est un pays en voie de développement. Je pense qu'il y a toutes les conditions requises. On est quand même un pays très riche. De vous dire c'est pas d'aller voter. Ce que j'appelle au vote. Je dis que si vous avez besoin de changement pour que les conditions de vie s'arrangent pour tout le monde, allez simplement voter. Choisissez le candidat qui vous sied le mieux, que vous avez l'impression qu'il puisse apporter quelque chose au Gabon, de vous lever. Chère jeunesse, on est jeunes. Je sais qu'il y a eu pendant des années, c'était assez particulier parce qu'on venait vous donner un 5 000. Je ne parle pas du système en place ou du système d'avant, mais on sait que dans nos jeunes, pour les mobiliser, il fallait donner quelque chose. J'ai envie de leur dire qu'ils sont la richesse de demain et qu'il faut qu'ils se lèvent et qu'ils aillent voter avec le cœur et la conviction de se dire qu'on a besoin de changement. S'ils ont besoin de changement, évidemment. Voilà, c'est ce que j'avais passé comme message. Merci beaucoup, Ninga Channing Zenaba. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission présidentielle 2025. On vous dit tout sur la Web TV généraliste La Matrix. Ce sera avec le même plaisir qu'on vous recevra prochainement pour que vous veniez nous parler dans le détail cette fois de votre projet de société que vous souhaitez mettre à l'appréciation des Gabonais le 12 avril prochain. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.